Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs. Pour débuter cet épisode, je vais reprendre les mots de mon invité du jour. Le secteur de la santé est un lieu d'apprentissage permanent où théorie et pratique sont indissociables. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le milieu hospitalier avec Marc Dumont, qui est délégué de la région PACA de l'ANFH, l'ANFH étant l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que tu peux brièvement nous dévoiler ton parcours? Comment est-ce que tu en es venu à gérer la formation hospitalière en région PACA? Brièvement mon parcours, je vais essayer de le faire. Donc moi je suis issu de la fonction publique. Il se trouve que j'ai commencé au milieu des années 80 à travailler dans une toute autre fonction publique puisque j'ai travaillé à la Poste, qui m'a amené beaucoup d'ouverture et une grande approche logistique d'ailleurs. Et puis en 95, après avoir repris mes études, j'ai eu la chance de réussir le concours de directeur d'hôpital et j'ai fait 27 mois à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Et ensuite, j'ai pris des postes de DRH dans des hôpitaux de la région Languedoc-Roussillon. Et en 2007, s'est posé la question où d'aller vers une chefferie d'établissement. Et puis, la NFH vivait une forme de deuxième naissance à ce moment-là, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et il me semblait intéressant de pouvoir investir ce champ-là pour promouvoir la formation, mais en même temps élargir l'accès. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé à la NFH en 2007. Ça commence à faire quelques années. D'accord, merci Marc. Alors, on a brièvement évoqué la NFH. Concrètement, la NFH, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, alors c'est un vocable déjà compliqué à dire, oui, que beaucoup écorchent. Donc, Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Alors, c'est un cas un peu particulier puisque on est une association. En fait, les lois de l'ordre 70 transcrites dans la fonction publique amènent une obligation de cotisation ou en tout cas de concevoir de la formation dans les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Alors, les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière, il y a ce que tout le monde connaît, les hôpitaux publics, le côté sanitaire, mais c'est aussi des EHPAD, des maisons de retraite publiques. C'est aussi une petite branche du handicap, même si la grande majorité relève du secteur associatif. Et puis, c'est aussi quelques foyers de l'enfance, donc du secteur purement social. Donc, 1974, en fait, et j'aime bien l'histoire, une bande de copains décide de monter une association en disant si on ne fait pas quelque chose et qu'on sanctuarise pas les fonds qui doivent être consacrés à la formation, il arrivera un jour où ces fonds, on les priorisera sur d'autres choses. Donc, c'est comme ça que naît la NFH. Et puis, petit à petit, chaque région s'organise. Il y a plusieurs modèles à l'époque et la cotisation est volontaire. Et la plus grosse des cotisations, elle reste volontaire aujourd'hui pour les hôpitaux puisqu'on a 3 cotisations. Une qui concerne donc le financement du plan de formation, une qui concerne ce qu'on appelle les études promotionnelles, même s'il y en a aussi dans le plan de formation, et puis une qui concerne plutôt de la reconversion, qui est l'équivalent de l'ancien CIF du privé, qui s'appelle chez nous le congé formation professionnelle. Donc on est sur un volume de cotisation sur les 3 réunis qui est 2,9% de la masse salariale, ce qui est extrêmement conséquent. J'ai envie de dire quasiment 3 fois le modèle du droit commun. Ça fait rêver à peu près le monde entier pour en avoir parlé dans le cadre de l'Union européenne à Bucarest. Je dois dire que même les autres pays de l'Union européenne étaient assez étonnés de ce modèle-là. Ça veut dire que la formation fait partie intégrante de cette conception de management et de ressources humaines dans la fonction publique hospitalière. Alors rapidement, la fonction publique hospitalière, c'est à peu près 1 million d'agents. D'accord. Et c'est un peu plus de 2500 établissements. Et pour vous donner des grands chiffres, la NFH, c'est à peu près 1 milliard de budget chaque année et c'est à peu près 1 million de départs en formation. Donc, dans un monde qui serait parfait, ça veut dire que chacun part au moins une fois en formation. C'est pas tout à fait le cas, puisque le taux d'accès à la formation est de l'ordre de 57-58%, puisqu'on a des agents qui partent plusieurs fois et d'autres, évidemment, qui ne partent pas. Donc, en fait, on est un modèle étonnant, puisque créé sous forme d'association. En 2007, pour gérer une des cotisations, le ministère nous demande d'aller vers un statut un peu plus, j'ai envie de dire, sérieux que l'associatif, même si les associations sont très sérieuses. Et c'est comme ça qu'on devient OPCA.
Donc organisme paritaire collecteur agréé, mais avec une particularité, c'est que notre agrément n'a pas été donné par le ministère du Travail, mais par le ministère de la Santé. Ce qui veut dire d'ailleurs que toutes les réformes que l'on vit depuis une quinzaine d'années dans le droit de la formation ne nous concernent pas, puisque nous ne sommes pas soumis au Code du travail. Nous, notre réglementation est plutôt celle de la fonction publique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les OPCA ont disparu, puisqu'ils sont devenus opérateurs de compétences, et que nous, on reste un OPCA. D'accord. Souvent, quand je dis la NFH est un OPCA, on me dit, vous avez dû vous tromper, vous avez dû rater quelques réformes. Non, nous sommes toujours l'OPCA de la fonction publique hospitalière, et avec, j'ai envie de dire, ces gros avantages, au-delà du taux de collecte, qui est conséquent, c'est qu'on peut essayer de prendre le meilleur de chaque secteur. Il y a celui de la fonction publique, mais c'est vrai que même si on n'est pas conseillé par le Code du travail, c'est une réflexion permanente que l'on a pour coller aux évolutions de la formation et essayer de répondre aux besoins de nos établissements et des agents. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les objectifs de la NFH? Les missions, c'est très précisément, c'est quoi? Alors donc, depuis 1974, on collecte et on finance la formation. Ça reste notre métier premier, basé sur 3 valeurs, le paritarisme, la proximité et la solidarité. Ce qui veut dire qu'avant même de devenir OPCA, on était sur ces valeurs-là. Proximité, donc on a des délégations dans chaque territoire qui sont les anciennes frontières régionales, j'ai envie de dire, même si on a fait aussi notre réforme territoriale. La solidarité, parce qu'on a une solidarité entre les gros établissements et les petits, avec une part de mutualisation. Pour vous donner des exemples, le taux de retour sur 100 € de collecte pour des très gros établissements type CHU, on est sur de l'ordre de 90-91 € pour 100 €, c'est-à-dire 91%. Quand on est sur les petits établissements type EHPAD, on peut aller jusqu'à 300-350% de taux de retour. Donc la solidarité, elle joue des gros établissements vers les petits. Et puis le paritarisme, puisqu'on reste totalement paritaire, il y en a de moins en moins aujourd'hui dans ce pays. Donc que ce soit notre conseil d'administration nationale ou nos instances régionales, puisqu'on a aussi des instances en région, elles sont totalement paritaires, donc entre le représentant des employeurs, la Fédération hospitalière de France et les organisations syndicales, au vu des élections qui se passent dans les établissements de la fonction publique hospitalière. D'accord. Quand on parle du personnel hospitalier, est-ce que on parle de tous les corps de métier qui existent au sein d'un établissement hospitalier, les brancardiers, les secrétaires, les médecins, les infirmiers, les chirurgiens? Oui, alors la fonction publique hospitalière, c'est plus de 200 métiers. D'accord. Par contre, les médecins n'appartiennent pas à la fonction publique hospitalière, sont des agents publics. Depuis 2013, on gère pour eux les fonds du développement professionnel continu. D'accord, DPC. DPC, c'est assez nouveau, 2013, alors que pour le non médical, c'est-à-dire tous les autres, alors quand on dit non médical, c'est tout le monde sauf les médecins. D'accord. Chez nous, une sage-femme, même si elle est personnel médical, elle appartient à la fonction publique hospitalière, donc elle fait partie du non médical. D'accord. Dans cette définition. Une infirmière, c'est non médical non pour médical nous. Aussi, d'accord. Donc c'est plus de 200 métiers. D'accord. Donc les soignants représentent à peu près 60%. Donc avec tous les métiers du soin, infirmières spécialisées, IBOD, IAD, PUER, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et puis on a tous les corps administratifs, avec à peu près tous les métiers, acheteurs, gestionnaire de paye, adjoint administratif, bureau des entrées, j'en passe des meilleurs. Et puis tous les métiers de la logistique, les métiers du technique et les métiers de l'informatique. Donc c'est un peu plus de 200 métiers. Chaque fois, on a un répertoire des métiers depuis 2004 qui est fait par le ministère, répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce qui veut dire un champ d'activité extrêmement large. L'hôpital, en plus, c'est historiquement un endroit où on sous-traite peu. Donc on a des cuisines centrales extrêmement importantes, des blanchisseries centrales, on a des serruriers, on a des plombiers, on a des électriciens, mais on peut aussi avoir des menuisiers, donc et côté pareil, des métiers très techniques, radiophysiciens ou des informaticiens avec de la compétence de très très haut niveau. Souvent, la taille de l'établissement fait que la sous-traitance n'a pas obligatoirement de l'intérêt. J'ai envie de dire, ces 20 dernières années, la seule quasiment obligation qui nous a entraîné de sous-traiter, ce sont les incinérateurs. Parce que, en fait, quand une réglementation devient trop difficile pour un hôpital à respecter, on peut sous-traiter l'activité. Donc, c'est un champ extrêmement étendu et la formation, couvre l'ensemble de ce champ. D'accord, c'est tout le... Oui. Même le menuisier. Tout à fait. Peut avoir on a une un formation. CAP blanchisserie, par exemple.
Pendant longtemps, CAP blanchisserie industrielle qui a disparu, qui était blanchisserie industrielle et pressing, qui nous convenait pas du tout, parce que c'est rare qu'on recrute des gens avec un CAP directement. Donc, ça veut dire quasiment tous les gens qui travaillent en blanchisserie hospitalière, passent en formation continue pour acquérir le CAP. On a beaucoup de certifiants. On a plus de la moitié de nos fonds qui sont consacrés à ce qu'on appelle dans notre jargon les études promotionnelles, qui est un arrêté particulier du ministère, qui en fait sont tous les diplômes du ministère de la Santé dans sa branche sanitaire ou sa branche sociale. C'est-à-dire qu'une aide-soignante qui devient infirmière, elle rentre à l'école, elle fait 3 ans d'école comme quelqu'un qui sortirait du bac, et on la finance. D'accord. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 110 000 euros les 3 ans entre la pédagogie et le salaire qu'on rembourse aux établissements. D'accord. Mais c'est vrai d'une infirmière qui devient cadre, c'est vrai d'une ASH qui devient aide-soignant, etc. Donc tous ces métiers ces diplômes qui relèvent du ministère de la Santé, c'est ce qu'on appelle chez nous les études promotionnelles. C'est à peu près 8000 nouvelles entrées chaque année dans les écoles, de gens qu'on finance, et c'est à peu près la moitié de nos dépenses, puisque c'est vrai que ça correspond à peu d'agents, mais c'est extrêmement cher, parce que les durées de formation sont longues. Et du coup, dans ces études promotionnelles, ça veut dire que ces infirmières, ces aides-soignantes, elles doivent un certain nombre d'années après... Elles doivent 3 fois le temps de la durée de formation, et qui est limité à 5 ans. Par exemple, une aide-soignante qui rentre dans un institut de formation en soins infirmiers qui a 3 ans d'études, elle devrait devoir 9 ans, 3 fois la durée, mais c'est limité à 5 ans. Et au bout de 5 ans, alors elle peut partir avant de l'hôpital, mais dans ce cas-là, elle doit racheter la partie de formation qui manque ou la faire racheter par la clinique privée qui l'embaucherait. D'accord, j'ignorais vraiment ça. Et alors, du coup, avec 200 métiers à former, est-ce que vous avez des axes de formation qui se dégagent ? C'est vrai. Alors, j'aurais pu y répondre d'ailleurs dans la question de tout à l'heure. Donc, on a un projet stratégique à la NFH depuis les années 2010 avec plusieurs axes. D'une part, la qualification, parce qu'autant chez les soignants, elle fait partie de notre histoire parce qu'il y a eu des textes réglementaires, autant sur les autres métiers, on était plutôt sur de la formation courte que sur de la formation certifiante. Et nous, l'objectif est d'amener aussi à peu près tous les agents vers de la certification ou de la qualification dans leur parcours professionnel. Et ensuite, on répond plutôt à la demande en termes de besoins, et on l'a vu avec la crise notamment, les besoins ont pu évoluer de manière très rapide. Donc on a un axe qualification qui est très fort. On a tout le développement d'autres modalités de formation. Alors c'est vrai par de la VAE notamment, qui est parfois difficile à développer, mais c'est vrai aussi sur les supports de formation que l'on peut apporter. L'idée pour nous, elle est presque assez double. Moi, il y a une expression que j'aime bien qui est la massification dans la dentelle. C'est-à-dire former le plus d'agents et en même temps répondre aux besoins individuels de chacun, qui est le plus gros enjeu que l'on ait à faire. Parce qu'on peut souvent être dans la dentelle et puis on forme un groupe de 10. Quand vous avez 2000 agents sur une région, 10 sur 2000, le résultat, on peut être assez content, mais il y a quand même des marges de progrès importantes. Voilà, donc d'une part, cette individualisation, cette qualification, et puis après, on a des grands sujets que l'on porte, comme la qualité de vie au travail, le développement durable, la numérisation, où on est aussi force de proposition, puisque dans la partie mutualisée, c'est nous qui achetons et qui organisons les formations, alors que sur la plus grosse partie, nous sommes avant tout un financeur des plans de formation décidés dans les établissements, où là, on a juste un contrôle de légalité. Et puis, il y a des projets que l'on porte qui sont là souvent une manière d'embarquer, j'ai envie de dire, le monde hospitalier sur des sujets un peu nouveaux où leur quotidien étant extrêmement fort, ils ont parfois des difficultés à se lancer seuls et du coup, on joue cette carte de mutualisation et de dynamique collective au sein de la NFH. D'accord. Et alors, comment le personnel finalement hospitalier, sauf effectivement les médecins comme tu l'expliquais, peuvent accéder à ces formations ? C'est des formations qui sont en présentiel, en distanciel, les deux, parce que c'est énorme le nombre de personnes formées. Les médecins peuvent y accéder aujourd'hui via le DPC. Oui, DPC, programme d'action prioritaire, là qui veut dire programme sur le site de l'Agence nationale du DPC, ou programme d'action non prioritaire, et qui là revient dans ce que j'appellerais le droit commun de l'accès à la formation. Donc en général, il y a un plan de formation au sein de chaque établissement, qui est fait par une remontée de besoins au moment des entretiens professionnels. Et puis à partir de là, des arbitrages institutionnels qui vont décliner un plan de formation sur l'année, où les agents peuvent s'inscrire, alors ou en amont quand ils ont fait le recensement des besoins, ou au moment où les formations se mettent en place. Donc on est à peu près sur des chiffres équivalents partout, c'est-à-dire il y a autant de formations que d'agents. Et c'est vrai dans à peu près tous les établissements. Puis nous, on a un programme régional sur lequel on diffuse, à travers notre site internet, à travers des catalogues, à travers un certain nombre de choses, où là les agents
par le biais de leur hiérarchie et du service formation de leurs établissements, peuvent aussi s'inscrire sur un certain nombre de choses. Et puis enfin, et depuis quelques années, on met à disposition des outils et notamment des supports dématérialisés, donc digital learning, serious game et autres, et où là, de la même manière, ça passe toujours par le filtre du service formation de l'établissement, c'est-à-dire que on a quelques modules en accès direct et on a une plateforme qu'on est en train de changer d'ailleurs, mais qu'on met à disposition, où les agents peuvent accéder par le site internet et il y a quelques modules en accès direct. Pour le reste, et notamment pour des raisons de traçabilité, ça passe par le service formation de l'établissement. Qu'on soit médecin ou non médecin, puisque derrière, nous, on a tout un logiciel de gestion qui nous permet deux choses, qu'on met à disposition des établissements, logiciel qu'on a créé depuis les années 80, qui nous permet de tracer, qui nous permet aussi, pour ceux qui consomment le CPF, d'envoyer à la Caisse des dépôts, à la consommation du compte personnel de formation en fin d'année, et qui nous permet aussi de faire tous les paiements, puisqu'en fait, chaque fois qu'un agent dans un établissement, même s'il suit une formation à l'intérieur de l'établissement, c'est nous qui payons, ou l'organisme de formation, ou du déplacement, s'il y a du déplacement, etc. D'accord. Et alors, pour préciser les modalités, Marc, ces formations que vous proposez, vous allez utiliser plus du présentiel, des classes virtuelles, vous avez des webinaires, ça peut prendre la forme d'événements de type colloque, symposium, du digital, tu nous en as parlé. Alors, il y a toute la palette. Historiquement, on était avant tout dans le présentiel. Oui. Et j'ai envie de dire, on a fait notre cheminement à fin des années 2010, puisque dans les régions du Sud, on avait un projet qui s'appelait Prodige, projet digital, qui s'inscrivait d'ailleurs dans le projet stratégique national, qui a été repris aujourd'hui dans le cadre du nouveau projet stratégique national, mais on en est encore au balbutiement. On a cette vieille histoire du présentiel. Des colloques, on en a parce que notamment chaque métier est souvent organisé. Donc vous avez le colloque des infirmières de bloc, le colloque des chirurgiens digestifs. Et du moment où il y a du contenu, on considérait que ça pouvait émarger sur les fonds de formation. Donc les agents ont plutôt accès à ce genre de support, ou en tout cas de manière de transmettre le savoir. Mais la très grande majorité restait du présentiel. La crise nous a fait évoluer, ou en tout cas accélérer l'évolution. Alors, on a un autre souci, j'ai envie de dire, si je peux utiliser le terme, c'est que, je vous l'ai dit, on n'est pas soumis au code du travail. Oui. Et donc, ça veut dire que nous, notre réglementation de la formation, le dernier décret, il date de 2008, et que on espérait que les lois qui permettent de faire, par exemple, de la FEST, des actions de formation en situation de travail, de l'e-learning, etc., soient transposées dans le droit public, et notamment dans le cadre d'une grande loi qui est la loi du 6 août 2019, qui transforme beaucoup la fonction publique, et ça n'a pas été le cas. Alors, la formation étant certainement pas la priorité du ministère sur un certain nombre de points. Et ce qui veut dire que réglementairement, normalement, on ne peut pas financer un certain nombre de nouveautés en formation. D'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la NFH, on essaye, puisque dans ce cas-là, on fait délibérer notre conseil d'administration, qui autorise à ce qu'on puisse financer des choses qui sont pourtant hors décret. Donc là, suite au Ségur de la santé, par exemple, on a demandé à ce que l'apprentissage soit intégré dans le décret, puisque normalement, on ne peut pas financer l'apprentissage. D'accord. Mais on peut pas financer de la FEST. Alors, on a des expérimentations. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que des régions portent des projets expérimentaux. Ça a été le cas sur le cadre du projet digital, où on amène un certain nombre de nouveaux produits. Et du coup, les instances nationales disent, oui, il y a un sens de l'histoire, il faut qu'on y aille. Mais c'est souvent ce décalage du droit qui doit rattraper la vraie vie à un moment donné. Oui, j'imagine, parce que tu parlais de la pandémie actuelle, ça a quand même dû bousculer l'organisation à l'hôpital et forcément la formation, parce qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup de formation présentielle, j'imagine, pour tout un tas de raisons à l'hôpital. Il est clair que la formation a souvent été la première activité arrêtée pour permettre aux soignants de rester dans leur service. Oui. Et d'ailleurs, c'était souvent dans les instructions des agences régionales de santé, quand elles écrivaient aux hôpitaux au moment du passage en plan blanc, en disant vous pouvez ou vous devez supprimer la formation et les congés pour garder les personnels au lit du malade. Donc bien évidemment. Alors oui, on a perdu beaucoup de journées de formation en présentiel. On les a pas compensées par les formations à distance. Mais par contre, ça nous a permis plusieurs choses. D'une part, d'accélérer ces formations à distance, de revoir aussi nos modules de formation à distance. Moi, j'ai souvenir sur les premiers produits qu'on a réalisés, on était encore, et notre côté paritaire est certainement aussi un frein à cela, où la vision syndicale était une formation, c'est quand on est 10 dans une salle, bien sagement assis, etc. Et en fait, les premiers produits digitaux qu'on a fait sont souvent trop longs,
certains font 14 heures, ce qui est extrêmement long. Ah oui. Là, la crise nous a montré que la vérité était bien ailleurs. Au départ, on était parti, on divise par 3 le temps de présentiel. Aujourd'hui, on est sorti de ces schémas-là. Mais c'était notre temps de cheminement assez normal, je dirais, pour pouvoir amener notre institution sur ces modalités. On a dû et on a baissé puisqu'on était sur la demi-journée. En dessous d'une demi-journée, pour nous, c'était pas de la formation. D'accord. Puisque là aussi, le texte dit normalement c'est 7 heures. Oui. Et là, on est passé sur 1h30. Mais on doit pouvoir aller encore plus loin. Mais qui veut dire que beaucoup de produits que l'on fait ne peuvent pas rentrer dans... Ça compte pour de la formation pour l'agent. Et dans la traçabilité, c'est une vraie question. Et qui dit pas traçabilité, dit normalement pas de financement à travers les crédits de formation, des plans de formation des établissements. Donc, c'est toute cette question. On vit à un moment sur ces formations de transformation pour moi, et juridique et économique. Qui détient le produit, sur quelle plateforme il se lit, comment il se fait, quelles sont ses modalités de renouvellement. C'est beaucoup de questionnements et on voit bien que souvent le côté institutionnel a du mal à suivre la vraie vie. Donc oui, on a fait des produits, par exemple, on a fait des produits sur mobile learning, sur les prélèvements nasopharyngés, qui sont des produits souvent de 20 minutes, une demi-heure, des produits sur comment on se sert des EPI, les éléments de protection individuelle, qui ont été les blouses, les masques, comment met-on des gants, les enlève-t-on, enfin, des choses très simples. J'ai envie de dire, on avait 2 choses. D'une part, il fallait être très pragmatique et d'autre part, les soignants n'avaient pas beaucoup de temps pour aller en formation. Donc, j'ai envie de dire, les deux se sont mis ensemble pour que on revoie un certain nombre d'offres que l'on avait. Aujourd'hui, toute cette offre-là, elle va être sur de l'accès libre et du coup, elle pourra pas être tracée en formation, ce qui est assez étonnant. Oui, c'est vrai. Mais qui pose cette question, voilà, du cheminement du droit pour répondre aux besoins. Pour le coup, je suis favorablement étonné parce que finalement, on a l'impression que les structures hospitalières et peut-être la NFH sont un peu lourds, mais pas du tout, parce que produits nasopharyngés, ça évoque effectivement les tests Covid. C'est ça. Et donc, vous êtes capable quand même de vous adapter vraiment à l'urgence d'une situation sanitaire qui était forcément imprévue. Ce produit-là, on a dû le faire en 15 jours, je crois. Donc, même dans le privé, il y a peu de gens qui arrivent à s'adapter aussi vite. C'est notre grande chance à la NFH, c'est d'avoir cette réactivité. Dans notre modèle économique, j'ai envie de dire, on a des choses qui passent par des arcanes, des process qui sont parfois un peu longs, de remonter des besoins, donc on est sur des process qui peuvent durer 9 mois, 12 mois, dans le cadre comme un peu un plan de formation dans un établissement. Et puis, on a aussi dans la gestion de projet et dans ce que on appelle nous à la NFH l'animation régionale, cette capacité à réagir très vite. Or aussi parce qu'on est assez proche, on est très proche des hôpitaux bien évidemment, mais je pourrais dire la même chose des EHPAD, et on est aussi souvent assez proche de structures comme l'ARS, donc avec un travail assez commun et permanent, et avec un besoin qui nous permet très vite de nous appuyer à la compétence, elle est partout à l'hôpital. Je veux dire, quand on fait ce genre de produit, on appelle un pharmacien, un biologiste, et dans les 48 heures, ils sont capables de valider un produit qui a été fait. Ouais. Donc, on a cette chance, il faut avoir des prestataires qui répondent vite aussi, mais d'avoir aussi le savoir à proximité dans le cadre du réseau. Je voudrais qu'on se recentre sur la partie un peu plus digitale, qui est visiblement vous avez adopté. Alors on a bien compris qu'il pouvait y avoir en fonction de la durée, c'est pas comptabilisé comme une formation, mais du coup vous utilisez le e-learning, le mobile learning, tu en as parlé, les serious games, je crois que oui. Ça va aussi vers la réalité virtuelle, l'immersion sur des murs en 3D. Vous allez jusqu'où à la NFH? Alors j'aurais envie de dire on n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Notre limite, c'est l'imagination. La crise nous a fait faire beaucoup de webinaires. Là, les hôpitaux ont une contrainte réglementaire sur la mise en place de l'entretien professionnel et ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion. Quasiment tout s'est fait à distance. Nous, on a changé notre logiciel de gestion et moi, par exemple, on était à Fréjus, premier jour du premier confinement et donc on a dû tout basculer à distance. Donc, on a de l'adaptation. On a une habitude, on fait, selon les régions, 4-5 journées sur des sujets très différents dans l'année, qu'on faisait en général en présentiel, à 200, 400. Aujourd'hui, on les filme quasiment toutes et elles sont diffusées en même temps. On a souvent changé nos modèles aussi, où on donne de la matière à des apprenants et derrière, l'apprentissage avec le formateur, il se fait
plutôt sur des parties de débriefing et de questionnement. C'est-à-dire que je pense que toute la vision pédagogique évolue avec plus d'implication de l'agent formé et donc plus d'échanges et moins de discours descendants. Donc j'ai envie de dire, on utilise toute la palette. On finance de la simulation. Alors c'est vrai que les hôpitaux et selon les universités de médecine, certains ont des centres de simulation extrêmement à développer. Donc ça passe, c'est vrai, par du mannequin, mais ça passe aussi par de la réalité virtuelle, etc. On a un peu plus de mal à développer la réalité virtuelle un peu partout, parce que ça veut dire mettre à disposition des lunettes, des casques, et avoir au moins des salles dédiées. Et le matériel ou la diffusion du matériel, je sais que nous, par exemple, dans le premier projet, on mettait à disposition des tablettes dans les établissements. D'accord. Parce qu'ils ont peu de matériel pour cela. À l'hôpital, c'est un peu étonnant, c'est de l'hypertechnologie, et il y a des endroits qui sont extrêmement en avance, et en même temps, parfois, en termes de matériel, mais en même temps de sécurité, et même avant le RGPD, eh bien, on a peu de matériel à disposition des soignants pour se former, par exemple. Donc, dans le prodige, pour permettre au projet de se déployer, on mettait à disposition des tablettes dans les services pour que les agents puissent se former à l'aide de support. D'accord. Et du coup, comment tu vois l'avenir de la formation dans le milieu hospitalier ? On va continuer après la pandémie à continuer à faire du digital, ou alors il y aura un peu plus de présentiel, de reprise de présentiel, ou alors ça sera de l'hybridation, c'est-à-dire un mixte qu'on appelle aussi blended learning, toujours plus d'innovation. Comment tu vois ça ? Moi, je pense qu'on a une accélération et que la crise a permis d'accélérer cette disruption, je dirais, de la formation. On aura toujours du présentiel, on a besoin, il y a de l'échange. Mais bizarrement, les premières critiques qu'on avait, nous, quand on a fait les premiers Serious Games, c'était oui, on va vers de l'individuel, il y aura plus d'échange, c'est insupportable, etc. Et étonnamment, l'utilisation de ces outils génère plus de contact et d'échange dans les équipes que quand ils partaient en formation en présentiel. Et comment tu l'expliques, ça ? Parce que souvent, en présentiel, c'est rare qu'on puisse mettre toute une équipe soignante dans le même groupe. Oui, donc, c'est vrai. on a un ou deux agents qui partent chacun leur tour, et quand ils reviennent, il se passe pas grand-chose. Alors que là, quand ils jouent, ils peuvent jouer à des temps différents, et quand ils reviennent en salle de repos, en salle de soins, ils en parlent, et à partir de là, ça génère une discussion, et ça peut même générer, on revisite certains protocoles de soins, etc. Et du coup, l'échange est beaucoup plus grand. Il se fait juste pas au même moment. D'accord. Mais il se fait plus collectivement. Et c'est assez étonnant, et je dois dire qu'on a beaucoup appris des premiers outils qu'on a mis en place. Donc je pense qu'on reviendra pas en arrière. Par contre, on a toute une mise à niveau sur la capacité des agents hospitaliers, d'une part à avoir l'information. Et nous, d'ailleurs, dans notre projet stratégique, l'idée est d'avoir un portail agent qui permette à des agents d'avoir plus d'infos sur justement l'accès à la formation et tous les produits qui sont disponibles. Et puis, d'autre part, sur les moyens qu'ils peuvent utiliser, à quel endroit et dans quel moment. Parce que ça, c'est aussi une vraie question. Par nature, chez nous, la formation reste toujours sur le temps de travail. Et comment on organise ces sessions-là dans le temps de travail ? Et là, ça veut dire une très grande implication, et ça pose beaucoup de questions sur même l'organisation de la journée. J'ai envie de dire, les enjeux, ils sont plutôt là. Sur le fait que, je vois aujourd'hui, on a beaucoup de manifestations sur le dernier semestre. Quasiment toutes vont être filmées, diffusées à distance. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qu'on va garder, et bien évidemment. Donc, on reviendra pas en arrière. Par contre, en 2020, on a même permis aux établissements d'investir et d'acheter du matériel qu'on a appelé transformation à la formation, pour permettre justement d'accéder à ces nouveaux modèles et formats. Donc, ça peut être de l'écran tactile, ça peut être de la tablette, ça peut être beaucoup de choses, pour permettre aussi, alors comme en plus on avait une sous-consommation du fait de la baisse en présentiel, de se mettre à niveau pour justement franchir un pas sur l'utilisation de ces modalités. Superbe. On va arriver à la fin de ce podcast. Je vais te poser une dernière question. Dans les hôpitaux, on a vu arriver un certain nombre de robots, et l'intelligence artificielle aussi pointe son nez. Et ça va aider aux interventions, au diagnostic, notamment dans la radiologie. Il faut former les infirmières, les techniciens, et ça peut être plus ou moins compliqué. Vous avez une réflexion pour former à l'utilisation de ce genre d'outils? C'est déjà en cours, en fait. Vous en êtes où? Parce que ça peut être complexe, en fait, de former. Vaste sujet, l'IA. Sur les régions du Sud, on porte un projet pour accompagner les établissements à aller vers l'intelligence artificielle, et dans tous les domaines. C'est vrai qu'on a
souvent tendance à penser imagerie, labo. Oui, c'est vrai. Et pour en avoir parlé avec les radiologues encore la semaine dernière, on est plus souvent, parce que l'imagerie, le problème, c'est stocker de la donnée, mais l'image est déjà un grand nombre de données. Et donc, extrêmement compliqué pour faire du pur diagnostic. On est plutôt sur de la recherche d'anomalies. Et comme les Américains sont très en pointe, plutôt pour se protéger du risque juridique que pour faire du diagnostic. Donc, on accompagne les hôpitaux dans à peu près tous les domaines. Aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle, par exemple, pour connaître le nombre et les heures de passage aux urgences. Ça se fait à l'hôpital de Valenciennes, par exemple, où on a rentré de la donnée sur les 10 dernières années en fonction du jour de l'année, de la météo, si ça tombe après un jour férié, avant, si c'est des vacances scolaires ou pas, comment se font les passages aux urgences, et ça permet de faire les plannings des équipes. Voilà, ça peut être aussi dans l'organisationnel. Donc on accompagne les établissements sur ces questions-là. Certains en sont loin, c'est souvent des équipes médicales qui portent la question. Et l'idée, c'est qu'on les accompagne jusqu'à trouver des structures type start-up, etc., qui vont permettre de développer les outils dont ils ont besoin. Et dans cet accompagnement, il y a aussi former les agents, bien évidemment. C'est toujours le problème du progrès, j'ai envie de dire. Le progrès fait peur, souvent, parce que le changement fait peur. Moi, je suis un grand adepte de dire je préfère l'accompagner, le vivre et le maîtriser que le subir. Donc, plus on le prend en amont, mieux c'est. Après, faut être conscient et humble sur la question. On n'accompagnera pas tout le monde et on aura ces parties-là. Je pense qu'on est là aussi dans notre transformation. Bizarrement, là aussi, l'hôpital peut être un lieu de très grande technologie, d'innovation, et en même temps d'avoir des organisations qui peuvent dater, qu'on peut bouger depuis des décennies. Donc il faut trouver ce juste équilibre, et il faut surtout, je crois, avant tout rassurer les agents et leur permettre d'appréhender ces outils-là sans appréhension. Quand il y a robotisation, souvent c'est parce que le contenu du travail est pauvre, et qu'un robot du coup peut le remplacer. C'est ce qu'on voit dans la société dans à peu près tous les domaines, hein, mais on pourrait dire ça des péages, des autoroutes, des caisses de supermarchés. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de robotisation, par exemple dans les pharmacies hospitalières, mais parce que ça remplace du geste répétitif, etc. La question, c'est, et tout à l'heure j'ai parlé aussi des études promotionnelles, c'est aussi à permettre à des agents d'évoluer dans une structure, parce que des métiers évoluent. Après, ça fait 30 ans à peu près qu'on dit les techs de labo vont disparaître. Il y en a toujours autant. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que le nombre d'actes de labo a été largement multiplié. On a guère augmenté les techs de labo. Donc la robotisation a permis la productivité. C'est vrai aussi. C'est vrai. J'ai envie de dire presque chaque métier, chaque activité a sa propre réalité. Il faut qu'on soit en capacité de répondre au mieux à chacun. Et c'est vrai qu'après, ça reste aussi des métiers de l'humain et où la machine remplacera pas à peu près tout. Mais je pense qu'il faut le vivre sereinement et avec beaucoup d'optimisme et plutôt un côté positif. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaye de le faire à la NFH. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre également. Un très grand merci, Marc, merci, pour ce podcast. Merci à toi. Merci de nous avoir transmis toutes ces informations sur la NFH, qui est une structure qu'on connaît vraiment mieux grâce à toi. Tu nous as donné une vision vraiment positive et innovante de la formation publique hospitalière que même moi, j'imaginais pas, et pourtant je connais bien le milieu hospitalier. Et puis merci bien sûr à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce podcast. Merci encore, Marc. Merci à tous. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.